Le nombre de plus en plus élevé de réfugiés qui tentent de rejoindre l'Europe, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut fermer notre frontière, comme les Allemands? Est-ce qu'il faut augmenter nos capacités d'accueil? Et si on ferme les frontières, est-ce qu'on ne va pas créer des vocations de passeurs au sein même de l'Europe? Pour en débattre, avec nous 4 personnes, dont le chercheur en sciences politiques qui est capable de démolir un slogan politique avec seulement 2 chiffres. Bon amusement. Merci à chacun d'entre vous, bienvenue d'être au rendez-vous de ce débat sur l'Europe, les frontières, Schengen. On a vu que l'Allemagne, après avoir ouvert les bras, a fermé en partie, en contrôlant plus sa frontière avec l'Autriche, a donné un signal qui a été suivi par d'autres. Est-ce que c'est un signal qui vient trop tôt ou trop tard, M. Modrikamen? S'il faut fermer ses frontières, il faut faire quoi? Est-ce que l'Allemagne a bien réagi? Il faut fermer les frontières européennes, il faut contrôler les frontières internes en sortant effectivement de Schengen, oui. Et je pense que Mme Merkel a été responsable, puisque d'un côté, elle a dit « venez, venez », et puis elle a fermé parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était dépassée, et ça a été le chaos. Alors nous pensons effectivement qu'il faut les fermer, d'abord, et les contrôler. Alors pourquoi les contrôler? En interne. L'idée d'ouvrir les frontières était a priori une bonne idée, mais venant de l'Europe, les gens qui travaillent, les gens qui allaient voyager pour le tourisme pouvaient le faire sans contrôle. Puis on s'est rendu compte que cette vision un peu idyllique était fausse. On avait d'abord, bien sûr, les trafiquants de tout genre, d'êtres humains, de drogue, d'armes, des gens qui passaient sans aucun contrôle. Puis on a vu, lié aussi, bien sûr, à la circulation des personnes et à l'absence de frontières, des gens venir travailler parfois en cassant les salaires, je pense à la construction venant d'autres pays. Le dumping social. Le dumping social. Oui. Et maintenant, cette absence de frontières fait que, externe cette fois-ci, on a au départ d'un vrai drame, effectivement, des gens qui souffrent et autres, notamment les Syriens, mais qui ne représentent que 20% des migrants. On a vu les statistiques qui viennent de sortir, voici quelques heures, européennes. On voit maintenant une véritable invasion qui est en train de venir du Moyen-Orient et de l'Afrique et qui va vraisemblablement, à terme, d'abord poser une série de problèmes majeurs d'intégration et des problèmes majeurs par rapport à la sécurité sociale belge. Merci, M. Modrikamen. Le mot invasion, M. Jamen. C'est absurde. Nous ne sommes pas du tout face à un phénomène d'invasion. Et même s'il peut y avoir un effet de loupe, quand effectivement on voit à la télévision des milliers de réfugiés qui se pressent aux portes de l'Europe et qui tentent de franchir les clôtures et les barrières qu'on a installées, c'est vrai, et je peux comprendre le sentiment des gens qui se disent « Ouh là là, comment est-ce qu'on va faire? On est envahi par des réfugiés qui de surcroît sont des réfugiés musulmans. » Donnez-nous des chiffres qui prouvent que ce n'est pas une invasion comme le prétend M. Modrikamen. Alors, soyons clairs. Les chiffres du 2e quadrimestre de l'Union européenne, que M. Modrikamen vient de citer, viennent effectivement de sortir. L'Union européenne a enregistré 213 000 demandes d'asile au 2e quadrimestre de 2015. Ce qui est effectivement une augmentation substantielle de 85% par rapport à 2014. Mais si on rappelle les chiffres, par exemple, de la guerre des Balkans en 1992, à l'époque, l'Union européenne avait accueilli 672 000 demandeurs d'asile pour une Europe à 15. Et donc, si on extrapole, on pourrait arriver autour d'1 million cette année. Pour une Europe à 28, on est dans le même ordre de grandeur. Okay. Excusez-moi, M. Modrikamen, va réagir en face. Est-ce que Mme Merkel a une attitude responsable ou est-ce qu'elle montre un mauvais chemin, M. Miller? Non, je pense que Mme Merkel a une attitude responsable. Parce que dans tout ce que M. Modrikamen a dit, il y a quand même un élément qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est que l'ouverture des frontières, l'ouverture du marché intérieur, la façon dont les Européens se sont organisés... Vous parlez des frontières à l'intérieur de l'espace de l'Europe. Oui, bien entendu. Et cette ouverture-là, puisque M. Modrikamen a eu l'air de remettre tout cela en cause en disant dumping social, danger, traite des humains, etc., etc. C'est ça qui fait la force de l'Europe. C'est justement ça qui donne à l'Europe la capacité d'unir l'ensemble de ses travailleurs, l'ensemble de ses entreprises, l'ensemble de ses citoyens. Donc, moi, je dis qu'il est exact que nous vivons pour l'instant une crise humanitaire, que nous espérons évidemment temporaire, on va en parler, je suppose qu'il y a des propositions qui vont être faites, mais il ne faudrait pas utiliser cette crise pour que des eurosceptiques qui parlent d'invasion commencent à porter un discours qui fasse que l'on détricote ce qui fait la force de l'Europe et la force des citoyens européens. C'est un retour en arrière. Monsieur Lambert, sur cette question-là, la notion même d'Europe repose-t-elle sur
le fait qu'il y ait une libre circulation à l'intérieur d'un même espace, sans frontières. C'est évidemment une des 4 libertés fondamentales de l'Union européenne. Je voudrais ajouter que quand j'entends dans la bouche de quelqu'un qui se prétend responsable politique des mots comme invasion, je vous invite, M. Modri-Kamen, à mesurer votre langage. Je pense que le rôle du politique est de se faire le pédagogue de la réalité lorsque le Liban accueille des réfugiés à hauteur de 25% de sa population. Parler d'invasion. 1 million. Plus d'un million. Ce sont leurs frères, effectivement. Et ce sont leurs frères. Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Et il y a 507 millions d'Européens. 507 millions d'Européens. Et donc nous sommes capables... Vous allez répondre après, s'il vous plaît. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention aux mots que l'on emploie. Parce qu'en effet, notre société et beaucoup de nos concitoyens sont anxieux. Et stimuler les anxiétés et les peurs sur base de choses qui ne sont pas des faits est irresponsable. Première chose. Je vais revenir. Deuxième chose, je pense que, en effet, une des libertés fondamentales de l'Union européenne, c'est la liberté de circulation des personnes. Alors, en effet, ça a mené à des situations de dumping social, c'est évident, mais ça, c'est à nous de faire le ménage chez nous et donc de décider qu'on veut mettre un terme à la concurrence sociale et fiscale entre les États membres. Mais c'est un autre dossier. C'est un truc qui ne marche pas dans l'Europe. Vous dites, il faut que l'Europe le résolve. Bien. Néanmoins, je pense que si nous avons décidé de faire un pas en avant en disant nous avons une frontière extérieure commune, c'est ça le principe de Schengen, eh bien alors il faut être conséquent et dire nous devons avoir une politique d'asile commune et nous devons avoir une politique de migration commune. Et ce n'est pas le cas. Et ça n'existe pas. Aujourd'hui, si vous êtes un demandeur d'asile, eh bien votre demande va être traitée en 1 semaine aux Pays-Bas, en 5 mois et demi en Allemagne. Si vous êtes un demandeur d'asile, il se peut que à situation égale, vous ayez 4 fois plus de chances dans un État membre de voir votre demande reçue que dans un autre. Ça, c'est pas une politique d'asile. Et donc, ça veut dire qu'il y a des pays qui sont plus attractifs que d'autres Qui sont plus accueillants que d'autres. Plus accueillants que d'autres. Et plus attractifs aussi, bien sûr. Bien sûr, si vous étiez... Ça signifie que ce qu'il faut, c'est beaucoup plus d'Europe. C'est avancer dans la construction du fédéralisme européen. Et pas l'inverse. OK, moi, je vais tourner encore, avant de venir vers vous, M. Modri-Kamen, sur une question très pratique par rapport à la décision de l'Allemagne. L'accord de Schengen, qui date de 1985, permet ou permet pas de fermer temporairement une frontière, de la contrôler, pas de la fermer, de la contrôler. Est-ce qu'il y a une possibilité légale dans ce traité de Schengen ou bien c'est une interprétation de l'Allemagne? C'est une interprétation de l'Allemagne qui se place dans l'illégalité, pour le dire clairement. Donc les accords de Schengen prévoient effectivement qu'il est possible de rétablir temporairement les contrôles aux frontières dans des situations exceptionnelles justifiées par des actes de terrorisme ou par des menaces graves à la sécurité nationale. Et ce n'est pas le cas. Les actes de terrorisme, je précise, pour décoder ça pour nos téléspectateurs, donc ça veut dire qu'un contrôle dans un Thalys, la Belgique peut le faire, absolument, mais fermer, mais contrôler la frontière interne, ça on peut pas. Parce que Schengen prévoit explicitement que des situations de franchissement de frontières par des migrants, même en cas d'afflux massif, ne constituent pas une raison qui justifie la fermeture de la frontière. Et il y a une deuxième infraction qui est commise par la Hongrie avec la fermeture complète 175 km de sa frontière avec la Serbie. Là, clairement, elle viole l'obligation de non-refoulement prévue par la Convention de Genève de 1951, puisque la Convention de Genève prévoit que chaque pays a l'obligation d'accueillir des personnes qui fuient la guerre et qui cherchent protection. La Convention internationale. En les refoulant, elle viole le droit international. Et autre viol, M. Orban met en avant une appartenance religieuse, alors que cette appartenance religieuse ne peut pas du tout être prise en compte. M. Orban défend avec raison les intérêts des Hongrois d'abord. Ça, je pense qu'il... sur cette question, M. Modri-Kamen, c'est encore moi qui pose les questions. Je vous remercie. Des aides que l'Europe leur a apportées. M. Miller, s'il vous plaît. Et donc l'intérêt des Hongrois, il passe par l'Europe. Et c'est M. Orban qui les trompe. S'il vous plaît. Donc revenons sur cette question que M. Gemaine précise. L'Allemagne fait un acte illégal au regard des accords de Schengen par rapport à la notion... Alors, vous dites quoi à ça? D'abord, je dis je ne pense pas, parce qu'il y a effectivement des garde-fous et que l'Allemagne a parfaitement raison, et d'autres pays ont parfaitement raison, même dans le cadre de Schengen, de fermer leurs frontières. Permettez-moi, je reviens aux chiffres. Vous n'avez pas de l'Europe. Revenons à la Belgique. Monsieur de Gucht, ancien commissaire européen, nous a dit que sur base actuelle, environ 100 000 personnes entreront comme candidats réfugiés en Belgique cette année.
On sait qu'ils soient reconnus ou pas, ils ne quittent jamais le territoire parce qu'ils sont régularisés à terme de toute façon. Avec le regroupement familial, ça fait 300 à 400 000 personnes qui rentrent, rien que sur base des 100 000 rentrées cette année-ci. C'est quoi votre raisonnement? C'est d'essayer de démontrer qu'il y a une invasion. C'est ça votre raisonnement? Nous avons, soyons clairs, nous pensons qu'il faut aider les véritables réfugiés et les aider notamment dans des centres spécialisés près des zones de guerre, aux frontières, protégées, que ça coûtera beaucoup moins cher et que ça ne déstabilisera pas les choses ici. Nous avons dans ce pays, en Belgique, 1 300 000 personnes qui émargent déjà à l'ONEM, à une location de l'ONEM dans ce pays. Et on va faire rentrer des gens qui ne sont pas qualifiés, qui ne parlent pas la langue, et on va le faire au détriment des populations. C'est un tissu de mensonge. C'est un tissu de mensonge. Laissez-moi terminer. Mais enfin, on peut quand même... Ne soyez pas trop long, alors. Je termine. M. Modric-Kamen. Ces personnes ont des formations, ce sont des gens qui ont une famille, ce sont des gens qui ont un travail et qui sont obligés de quitter une situation de guerre épouvantable. Monsieur Millet, en outre, ces gens viennent, pour une partie, de zones où il y a des conflits, notamment religieux, ethniques, entre sunnites et chiites, extrêmement graves. Oui. Veut-on importer aussi ces conflits chez nous? C'est pas de ça qu'il s'agit. Bien sûr, c'est pas de ça qu'il s'agit. Dès le moment où vous avez, comme aux Pays-Bas, un sondage... On n'aborde pas les combats. Est-ce que vous ne mélangez pas tout? Non, je vais faire le lien. Je fais le lien. Bien sûr. Nous avons aux Pays-Bas un sondage qui détermine que la moitié des jeunes Hollandais musulmans, Marocains et Turcs estiment qu'à 50% que la violence est justifiée à l'encontre des autres religions. Excusez-moi. Et vous avez fait il faut arrêter de le laisser. Il est occupé de raconter toute une histoire qui d'abord n'a rien à voir avec le sujet. Vous êtes occupé de reprendre des terroristes et vous croyez que ça n'aura pas de conséquences? Monsieur Modric-Kamen, heureusement, Monsieur Modric-Kamen, il y a un gouvernement. Monsieur Modric-Kamen, heureusement, il y a un gouvernement belge qui agit autant pour protéger les citoyens des actes terroristes que sur le plan humanitaire pour remplir nos obligations vis-à-vis des gens. Et c'est une dimension humanitaire que je trouve, franchement, je trouve qu'à notre époque, que quelqu'un comme vous, Monsieur Modric-Kamen, qui normalement est quelqu'un d'informé, d'intelligent, avec un diplôme, etc., vous puissiez raconter des choses aussi ineptes qui ne correspondent en rien à la vérité. Les citoyens ne sont pas dupes, ça vraiment scandaleux. Alors, je voudrais quand même rappeler que le thème de ce débat, Monsieur Modric-Kamen, Monsieur Miller, le thème de ce débat est l'Europe et pas Monsieur Modric-Kamen. C'est pas lui qui est en question. Je voulais réagir à ce que Monsieur Modric-Kamen vient de dire. Sur cette notion de sondage, par exemple, est-ce que c'est un sondage qui gouverne l'Europe? J'espère que non. J'espère que non. Votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit? Simplement, moi j'aime bien entendre Monsieur Modric-Kamen dire nos citoyens ne vous croient pas. Moi j'ai rencontré des milliers de citoyens près du parc Maximilien qui se mobilisent spontanément. Quelques bobos, oui. Quelques bobos? Eh bien écoutez, allez-y. Oui. Vous avez... Je veux dire, tout ce que représente la diversité de cette ville et au-delà, ce n'est pas uniquement les bobos de Woluwe, je ne sais pas quoi, qui sont là pour aider des gens qui sont dans la difficulté. Ce que je constate, c'est que ce sont des gens qui, plutôt que de se dire la violence est justifiée, ils fuient la violence. Je veux dire, s'ils voulaient aller à la castagne, je pense qu'ils resteraient en Irak, en Syrie, là où on se bat. Or, ce sont des gens qui fuient les zones de combat. Il faut quand même être un peu... À Budapest, les gens qui arrivent Monsieur et qui crient à l'Akbar après un arrivée. Monsieur Modric-Kamen. Ce n'est rien, ça ne vous interpelle pas. Monsieur Modric-Kamen. Non, ça ne m'interpelle pas. L'Union européenne est une... Ça ne vous interpelle pas. Eh bien, ça les interpelle, justement. Ils ne prennent pas les armes, ils ne prennent pas les armes, bien sûr. Ils ne prennent pas les armes. Des amalgames épouvantables. Évidemment, mais... Monsieur Lamberts continue, et puis après nous avons Monsieur... Absolument, et donc je pense qu'aujourd'hui, enfin, il faut quand même se rappeler quelles sont les bases de l'intégration européenne. C'est le plus jamais ça après 1945. C'est quand même le rêve. C'est en effet. Mais absolument pas. Mais absolument pas. Vous êtes prévisionniste, monsieur? C'est en utilisant le langage que vous utilisez qu'on stimule la violence et les passions dans la société. Alors, monsieur Jamel. Au nom de prévenir la violence, vous en semez les graines. Monsieur Jamel a la parole. C'est ça que vous faites en maintenant à l'extérieur ceux qui pourraient la provoquer. Bien sûr, bien sûr. Et c'est sûr, évidemment, que ceux qui ont commis des actes terroristes
terroristes ces 10 dernières années en Europe... Ils en revenaient. Non. C'était des gens qui avaient des cartes d'identité espagnoles, belges, néerlandaises, françaises, etc. C'était des gens ici, Est-ce qu'on joue à faire... Monsieur Modric-Amen, s'il vous plaît. Est-ce qu'on joue à faire peur là-dedans? Un peu de rationalité et d'apaisement. Et donc je propose de donner quelques chiffres parce que M. Modric-Amen raconte un peu des bêtises sur les chiffres. La Belgique accueille en moyenne chaque année à peu près 120 000 immigrés, qui sont pour l'essentiel des migrants économiques. Effectivement, et il faut bien distinguer, et M. Modric-Amen mélange ça, il faut bien distinguer les immigrés qui arrivent et qui continuent à arriver, essentiellement d'ailleurs des immigrés européens ou des gens qui viennent pour leur groupement familial. Plus de 60% sont les immigrants qui viennent de l'espace européen. C'est les chiffres, hein, ça. Alors, en Suisse, il y a effectivement aujourd'hui les demandeurs d'asile qui arrivent essentiellement de Syrie, mais également d'Irak, d'Afghanistan ou de Somalie ou d'Érythrée. Ouais. La Belgique en a reçu au premier quadrimestre 2015 3 440. Au deuxième quadrimestre, 5 040. Et donc, je veux bien que ça s'accélère, je veux bien qu'on en accueillera peut-être 60 000 cette année, comme le prévoit le secrétaire d'État Theo Franken. Il a peut-être raison. On est à 250 par jour, donc faites le compte, 1250 par semaine, multiplié par le nombre de semaines qui restent en 2015. On est très loin des chiffres qu'annonce M. Modric-Amen. De surcroît, ces immigrés, comme les réfugiés, représentent une contribution positive pour l'économie belge. C'est une force de travail. Ils représentent, selon le CDE, 0,96%. Mais vous pouvez mettre en cause les chiffres de l'OCDE. Vous pouvez tout mettre en cause et amener 7 000 € de coût par immigré. Écoutez, les téléspectateurs choisiront qui croire entre les chiffres de l'OCDE et les chiffres de l'OCDE. Alors, l'OCDE, c'est... L'OCDE dit 0,96% du PNB, soit 3 500 € par immigré par an. Et même pour les réfugiés, des études récentes montrent, par exemple, que les camps de réfugiés au Liban ont stimulé l'économie libanaise, c'est-à-dire des gens qui vivent dans des camps. On a même créé des activités économiques grâce à leur présence. En Australie, une étude récente du Conseil de la recherche australien montre que le taux d'entrepreneuriat parmi les réfugiés en Australie est supérieur à celui des Australiens. Oui. Et donc c'est en réalité une excellente nouvelle aussi économique pour notre pays, d'autant plus que 24% des entreprises belges, chiffre Manpower, ont besoin de main-d'œuvre et ne parviennent pas à la trouver. Les immigrés. Alors, je voudrais quand même poser la question de savoir si, quand on contrôle les frontières à l'intérieur de l'espace européen, on améliore la situation économique globale de l'Europe, ou bien si on touche à ces frontières, qu'on les contrôle, on porte atteinte à la notion même de l'espace européen économique. Évidemment. Donc, c'est Quel est le risque ? Le risque, tout simplement, c'est qu'on crée des barrières artificielles entre les États membres qui découragent, ralentissent les échanges entre les États membres. Donc et qui va en souffrir ? Les échanges économiques aussi. Et qui va en souffrir ? Les pays responsables d'avoir mis ces barrières, ces contrôles. Est-ce qu'en d'autres termes, la Hongrie peut être pénalisée davantage demain si les barrières... Elle s'isole. Pour toute une série de raisons, la Hongrie aujourd'hui s'isole de l'Union européenne, pas seulement sur la question de l'accueil des réfugiés, mais sur la question tout simplement du respect de l'état de droit, de l'indépendance de la presse, de la Banque centrale, etc. etc. Donc là, clairement, la Hongrie aujourd'hui se considère comme une sorte... Enfin, le gouvernement hongrois, soyons précis, le gouvernement Orbán se considère comme une sorte de résistant à l'intérieur de l'Union européenne, ambassadeur de Vladimir Poutine ici. C'est la raison pour laquelle moi je ne pense pas qu'il soit bon d'embrayer sur des actes vis-à-vis de rétorsion vis-à-vis de la Hongrie, etc. Je souhaite, j'espère, et c'est la position de mon parti, qu'au niveau européen, on aboutira à une décision qui permettra d'éviter toutes les menaces de dérive et tous les risques d'eurosceptisme et de détricotage tels qu'ils peuvent naître des propos absolument inacceptables d'un Modric-Amen. Et donc, moi, je soutiens à fond, et je pense que c'est ça qui doit être tenu, c'est la position du gouvernement belge. On agit pour accueillir de façon très humaine les réfugiés. On agit pour contrôler l'ensemble des documents, etc., afin d'essayer de dresser des menaces. Afin de dresser... Mais enfin, M. Modric-Amen... Mais tout à fait. Lorsque M. Franken dit « je ne peux faire passer que 250 dossiers par jour », c'est parce qu'il y a des contrôles. C'est parce qu'il y a des contrôles. Et alors, lorsque vous dites que parmi eux arrivent des terroristes, etc., vous inventez, jusqu'à présent, M. Modric-Amen, ceux qu'on a retrouvés en Syrie, tuer des gens,
massacrer des gens dans des conditions épouvantables, ce sont des gens qui partaient de l'Europe en plus. Donc, non, c'est incroyable. Et donc, il faut éviter les services. Voilà. Et ça, s'il vous plaît, indique qu'ils nous les envoient. Et vous avez des contacts avec les services secrets. Vous dites des choses qui ne sont fondées sur rien. Et vous arrangez tout un discours de façon à faire peur aux gens et de façon à leur dire que l'Europe n'est pas la solution. Moi, je prétends que l'Europe est la solution. S'il vous plaît. Ce type d'Europe. Monsieur Modric-Amen, je voudrais rappeler... Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez comme Europe? Vous voulez celle qui a amené des millions et des millions de juifs dans les camps de concentration? Arrêtez, monsieur Modric-Amen. Des peuples souverains. S'il vous plaît, monsieur Modric-Amen, merci beaucoup. Le commissaire général aux réfugiés a déjà dit sur cette question du risque terroriste qu'il était extrêmement faible, même si, il faut le reconnaître, je le dis pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît, s'il ne connaît rien, vous irez lui dire, etc. Mais par contre, s'il vous plaît, monsieur Modric-Amen, par contre, il y avait un risque par rapport au délégué, enfin à la personne qui s'occupe du terrorisme, le Belge, monsieur Van de Kerkhove, je pense, c'est ça? Gilles Van de Kerkhove, qui estimait que ce risque existait. Est-ce que ça doit fermer les frontières pour autant, monsieur Jemaine? Je ne pense absolument pas, d'autant plus que Schengen prévoit des mesures lorsqu'il y a effectivement un risque terroriste. Et qu'est-ce qu'on prévoit comme mesure? Honnêtement, est-ce qu'un groupe terroriste bien financé comme Daesh ou comme Al-Qaïda va envoyer des gens, s'il veut les envoyer en Europe, est-ce qu'il va les envoyer sur des bateaux pour traverser les risquent de couler? Les envoie plus simplement par avion. Et surtout, très franchement, si j'étais candidat... vous voulez? S'il vous plaît. Non, mais enfin, c'est faux qu'on Vous contrôle. répondez On contrôle plus rien. Monsieur Lambert a la parole. L'Union européenne n'a jamais été aussi fermée qu'aujourd'hui. Exactement. Donc, d'une part, si j'étais candidat terroriste, j'éviterais de passer par la case demande d'asile parce que là, on va me contrôler, on va prendre mes empreintes digitales, etc., etc., etc. Je préférerais des canaux un petit peu plus discrets que ça. Mais enfin, bon, peut-être que M. Modric-Amen a d'autres méthodes, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation en Europe dans les courants pour faire peur et pour refermer ces frontières? Évidemment, avec quel bénéfice? Écoutez, décoder un peu le bénéfice qu'ils en tireraient. Mais simplement flatter les peurs et les anxiétés de nos concitoyens pour simplement surfer la vague. J'entends le langage de M. Modric-Amen toutes les semaines au Parlement européen dans la bouche de Marine Le Pen et de Nigel Farage. Ce sont les deux. Vous les mettez sur les mêmes pieds. Sur ce thème-là, absolument. Absolument. Donc vous êtes Front National, monsieur. Oh, écoutez, là-dessus, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ça, franchement, je ne vois pas de différence. Attire aussi attention, effectivement. Eh bien, c'est très bien. Je dis simplement que les politiques préconisées par M. Modric-Amen sont les politiques que l'Union européenne essaye de faire depuis des années, c'est-à-dire la forteresse Europe. Essayer d'empêcher, de fermer les canaux d'immigration. Ça ne marche pas. Mais évidemment que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La définition même, c'est que si on fait une forteresse, il y a des passeurs, monsieur Jemaine, qui les sautent des frontières. L'Europe prétend vouloir lutter contre les passeurs et les trafiquants. En réalité, réalité, si on rétablit les qui s'est mise dans cette situation, puisqu'elle n'a pas développé de politique commune en matière d'asile ni d'immigration, qu'elle a fermé hermétiquement ses frontières extérieures et que le nombre de personnes déplacées dans le monde n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec 60 millions de déplacés. Il faut davantage d'Europe. Et si on met des frontières, et si on contrôle les frontières, est-ce que ça va donner du boulot aux passeurs? Mais bien sûr, puisque les gens n'ont plus les moyens de rentrer par des canaux légaux, ils doivent faire appel à des passeurs et à des trafiquants pour passer de façon irrégulière. En réalité, la meilleure solution pour lutter contre les trafiquants et contre l'immigration illégale, c'est d'ouvrir les frontières, ce qui permet aux gens d'arriver dans des conditions sûres, légales et en vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va rester là pour le moment, évidemment, dans ce débat extrêmement houleux, vous l'avez bien compris. Cette semaine, l'Europe va se repencher sur la question des quotas obligatoires. Rappelons également que fin de semaine, il y a une réunion à l'ONU à New York. On va certainement parler d'intervention militaire en Syrie, mais ça, c'est toute autre histoire. On la suivra bien évidemment. Allez, merci. À tout de suite. C'est la suite. Merci.